partager mon PowerPoint. Est-ce que vous le voyez? Je vais le mettre en plein écran. Vous voyez bien le plein écran? Parfait. Ok, très très bien. Donc, je vois quand même qu'il y a quelques têtes, enfin, au moins Barbara, qui n'était pas présente la fois passée, je pense. Donc, je vais quand même me présenter. Donc, je suis Aïssam Jijakli, je suis professeur à l'Université de Liège et plus précisément à la faculté de Jean Blou Agrobiotech, qui est une faculté qui est vraiment centrée sur l'agronomie et sur la formation des bio-ingénieurs. Et dans le cadre de mes fonctions, donc je travaille depuis une trentaine d'années dans tout ce qui est maladie des plantes, phytopathologie et développement de méthodes alternatives aux pesticides chimiques. Et depuis 10 ans, au développement de l'agriculture urbaine, et j'ai créé le centre de recherche en agriculture urbaine ici au sein de la faculté. Et c'est dans ce cadre-là, évidemment, qu'on est partenaire et heureux d'être partenaire du facilitateur d'agriculture urbaine sur Bruxelles, et on s'insère évidemment dans la stratégie Good Food. Alors, l'objectif va être d'appréhender les techniques agricoles qui peuvent être mises en place sur le bâtiment, ou dans le bâtiment, ou autour du bâtiment. Donc effectivement, comme Caroline l'a dit, aujourd'hui on va surtout se concentrer sur les cultures les cultures indoor. On verra un peu plus la définition de ce que recouvre l'indoor par la suite. La semaine, dans 15 jours, on aura quand même aussi un gros morceau avec les cultures en toiture, avec pas mal de techniques, et aussi les murs végétaux comestibles sur les abords, donc vraiment sur les façades. Donc le but, c'est d'appréhender les aspects techniques de ces différentes façons de produire. On essaie évidemment d'avoir un focus sur comment le faire de façon durable, toujours bien mettre en évidence les points d'attention, que ce soit au niveau technique, au niveau législatif, pendant la mise en place, et mettre en évidence aussi les aspects réglementaires, ou en tout cas vous donner les liens où vous pouvez apprendre plus sur ces aspects réglementaires. Donc, je vais un tout petit peu reprendre la fin du parcours de la fois passée pour rafraîchir la mémoire ou pour vous mettre dans le contexte pour ceux qui n'ont pas encore participé au webinaire. Donc, très clairement, lorsque l'on veut envisager la durabilité d'un projet en agriculture urbaine, il faut absolument se reposer sur les 3 piliers du développement durable, donc les aspects sociaux, écologiques et économiques. Quand on est dans l'approche sociale, et on a vu la fois passée un petit peu tous les bénéfices sociaux, mais très clairement, le visage que va prendre l'activité en agriculture urbaine et les techniques associées vont dépendre du public. C'est clair que si on a un professionnel, on ira peut-être plus vers des techniques plus difficiles, plus complexes, peut-être parfois plus high-tech. Et quand on a un public qui est le non-professionnel, les particuliers, qui ont envie de faire du lien social, on va peut-être plus aller vers les bacs potagers, par exemple. Donc, voir aussi que au niveau de l'espace, si c'est un espace mixte ou un espace uniquement professionnel. Voir aussi quand on est dans le cadre du particulier, quels sont les soins à apporter au jardin. Plus vous allez vers la difficulté, plus vous risquez de les décourager dès la première année. J'ai parfois des personnes qui me disent on va directement aller vers des anciennes variétés de légumes, par exemple du persil tubéreux qui est délicieux, mais c'est une culture extrêmement difficile à maîtriser. Donc, mettre ça entre les mains de particuliers qui n'ont pas spécialement une formation par rapport à ça, mais c'est un peu déconseillé. Il vaut mieux aller vers des légumes ou des fruits assez simples à maîtriser au départ et petit à petit progresser vers des choses plus complexes. Et Sam? Oui. Ok. Donc, toujours sur le premier pilier important du développement durable,
ben, il y a toute la dynamique sociale à mettre en place. Et quand on pense au projet immobilier et essayer d'attirer des gens qui vont être, comment dire, avoir le cœur porté vers l'agriculture urbaine, parfois mettre un jardin témoin en place peut être intéressant. Il faut faire attention aussi qu'une charte qui va régler les activités du potager communautaire, c'est souvent intéressant. Ça peut se faire au niveau de la copropriété, au niveau des locataires. Évidemment, inviter des spécialistes lorsque on n'a pas de formation et à nouveau pour les particuliers. Et on sait que Bruxelles Environnement met à disposition des maîtres maraîchers, des maîtres pour le compost. Et puis, on peut aussi ajouter comment dire, des animations, hein, type forum, type événement annuel. Voilà, tout ça peut vraiment aider à ce que la sauce sociale, entre guillemets, prenne. Alors, au niveau écologique, on sera toujours attentif à l'origine des matériaux. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont sensibilisés au Life Cycle Assessment, et donc il existe des tables qui permettent de voir pour tel type de matériaux quelle est l'énergie qui a été consommée, quel est le niveau de consommation d'eau aussi parfois, etc. Et donc il y a une sorte de cotation globale, et je pense que c'est important d'en tenir compte quand on sélectionne les matériaux à mettre en place. L'origine des substrats, essayer qu'il soit le plus local possible et d'essayer d'être dans une boucle circulaire pour ça. La fertilisation, de nouveau, quand on est pour les particuliers et même pour les professionnels, essayer d'éviter les fertilisants chimiques et aller vers une fertilisation organique. La récupération des eaux de pluie et évidemment essayer de se situer en circuit court. Ça va de soi quand on est en agriculture urbaine et de façon locale. Et puis le dernier point, et c'est à nouveau un point important, c'est au niveau économique. Quel va être l'intérêt pour le promoteur d'intégrer l'agriculture urbaine? Qu'est-ce qui va l'inciter à le faire? Et qu'est-ce qui va inciter son client final, l'acheteur, à aussi adopter une activité en agriculture urbaine? Donc très clairement pour le promoteur, ça reste encore aujourd'hui un élément différenciant lors des concours, à l'obtention de projets. C'est ce qui permet encore de se démarquer. C'est un élément aussi différenciant pour la vente, notamment pour des acheteurs qui ont le souci d'avoir une certaine alimentation, une autosuffisance. Et puis, et ça c'est important aussi quand on réfléchit à la mise en place de structures pour le promoteur immobilier, c'est d'être dans une idée du moindre coût et du moindre souci. Et parfois, nous sommes appelés à démontrer quelque part que entretenir un jardin potager ne coûte pas plus cher qu'entretenir un jardin ornemental qui sont dans les abords d'un bâtiment, par exemple. Et puis pour l'acheteur, très clairement, on participe à son autonomie alimentaire et il aura ce même souci de peu de coûts et pour mettre en place son potager. Donc ça, c'est un petit rappel de la fois passée où j'avais été très très vite et je me suis permis d'un peu approfondir cette fois-ci. Alors, très clairement, donc, cette fois-ci, aujourd'hui, on va voir les cultures indoor. Et vous voyez qu'on a structuré en 3 parties, donc il y aura 2 parties supplémentaires la fois suivante au webinaire numéro 3. Ce sont les murs végétaux et les cultures en toiture. C'est un petit teasing pour la fois prochaine. Hein. Et donc, quelque part, pour les cultures en toiture, on aura aussi un cas d'étude. Je pense que c'est intéressant, un cas d'étude très particulier que l'on est en train de mener sur Jean Blou. Et donc, à chaque fois, que ce soit culture indoor, végétaux ou en toiture, on va avoir une introduction, les aspects techniques et puis les aspects réglementaires. Alors, quand on est en agriculture urbaine, c'est bien aussi de rappeler le fait que ce soit une multifonction. Et cette multifonction, elle a été montrée il y a déjà pas mal d'années, notamment par notre collègue canadien Éric Duchemin. Et il ne s'agit pas seulement
d'avoir une sécurité ou une production alimentaire, mais il y a énormément d'autres points positifs tels qu'un apport pour l'environnement, pour la santé, au niveau du bien-être des habitants et le loisir, et puis ça participe au développement économique, l'aménagement urbain, et vous l'avez déjà vu avec Catherine, et puis il y a aussi des aspects d'éducation, de formation, et évidemment le lien social, l'interaction. Si maintenant on va se centrer petit à petit, hein, puisque c'est l'objectif, on va se centrer sur les techniques. Quand on prend les techniques, on a les techniques pleine terre et les techniques hors sol. Donc, les techniques pleine terre, ça peut être de la production maraîchère, ça peut être les vergers en pleine terre, ça peut être un mélange des deux, arbres et légumes, c'est de l'agroforesterie. On est en pleine terre, on peut quand même aussi avoir une serre, donc ça peut se faire sur la pleine terre. On a aussi, et on en parle beaucoup moins, mais il y a aussi tout ce qui est petit élevage, hein, élevage d'animaux de petite taille, poules, canards, lapins. Et puis, petit à petit, on se détache du sol. Donc, on a les cultures en bac. Je vous rappelle que si le bac, il n'y a pas de fond, on est toujours en culture pleine terre. Et on peut, si on est professionnel, aboutir à une labellisation, une certification bio. Dès que le bac a un fond, même si c'est du substrat terreux et même si vous faites tout de façon biologique, enfin, vous respectez le cahier de charge agriculture biologique, le fait d'être détaché du fond, vous ne pouvez plus être certifié bio. Donc ça, c'est quelque chose d'important à savoir. Ça ne veut pas dire que vous ne produisez pas en bio. Vous pouvez très bien respecter tout le reste du cahier de charge, mais par contre, le fait d'être déconnecté du sol, déconnecté de la planète quelque part, vous ne pouvez plus être certifié. Et puis, on se détache évidemment de plus en plus avec des cultures hors sol où il n'y a plus de substrat terreux, mais juste de l'eau. C'est ce qu'on appelle l'hydroponie. Mais l'hydroponie peut avoir différentes formes, et notamment l'aquaponie, où en fait les déjections de poissons vont être dégradées et fournir des éléments nutritifs pour les plantes. Et dans ce cas-là, on a un système extrêmement circulaire quelque part. Et puis toujours dans les cultures hors sol, on peut avoir des cultures sous serre. Vous avez ici un exemple de la Loufa Farm au Québec, à Montréal plus particulièrement, et puis les cultures indoor. Et donc évidemment, aujourd'hui, on va se centrer sur ces fameuses cultures indoor. Alors, petit rappel aussi, quand on est en ville, les techniques, on doit les sélectionner en fonction, de façon pertinente, donc en fonction de la typologie du bâti et de si on a plus ou moins d'espace vert. Si on a de la pleine terre, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller en toiture remettre des bacs potagers si on dispose d'un cœur d'îlot suffisamment développé? Quelque part, c'est un peu un non-sens, puisque ça va coûter plus cher, ça coûte plus cher aussi en énergie. Voilà. Par contre, quand on est dans des endroits extrêmement densifiés, peuplés, imperméabilisés, là, ça vaut la peine de retrouver des espaces hors sol, en toiture, en cave, évidemment sur les balcons. Et tout ça participe à remettre du verre et du verre comestible. Au fur et à mesure que l'on se détache et qu'on arrive dans les faubourgs, on peut avoir des fermes indoor verticales. Vous avez un exemple ici, où évidemment dans l'espace périurbain, on va revenir sur de la pleine terre. Et en zone industrielle, là, on se retrouve avec parfois des friches industrielles qu'on peut réaménager en indoor, à l'intérieur du bâtiment, mais aussi en toiture. Aujourd'hui, on va voir la culture indoor. Et donc, je vais vous donner d'abord un exemple. C'est un exemple des pratiques, un exemple qui se fait à Paris. Ça s'appelle la caverne. Et en fait, la caverne, c'est
une entreprise qui a participé au concours Pariculteur il y a quelques années, qui a remporté le concours. Et il faut savoir que parmi les exemples que Paris veut mettre en avant, c'est la désaffectation de certains parkings, puisque la mobilité est de plus en plus privilégiée pour une mobilité avec les transports publics. Et donc, ce sont des tours qui ont été rénovés et où une partie des parkings ont été réaménagés en cave pour de la production. Et ces anciens parkings souterrains qui étaient à l'abandon depuis plusieurs années, ils constituent une superficie de 3500 m². Et cette entreprise, la caverne, emploie une dizaine de personnes sur ces 3500 m², et ils produisent du chicon, des champignons. Alors les champignons, c'est du shiitake, des pleurotes, des champignons de Paris, et aussi des micro-pousses. Donc ils ont les trois cultures assez conventionnelles pour de la culture en cave, quelque part. Et il faut savoir, et c'est important de le dire, c'est que je vous ai dit tout à l'heure que la certification bio, dès qu'on est détaché du sol, c'est terminé. Il y a 3 exceptions. Une de ces exceptions, c'est le chicon hors sol, en cave. Forcément, il est en cave, on peut le faire bio, mais aussi les plantes aromatiques et les micro-pousses. Donc, c'est une autre exception importante. Et ils ont, alors c'est fou parce que c'est dans un ancien parking, ils ont la certification bio, notamment pour les chicons. Ce qui est important aussi, et ce qu'on retrouve, on va retrouver ça aussi dans les exemples que je vais vous donner pour Bruxelles, c'est que c'est une agriculture qui essaie de viser la recircularisation. Et donc, elle va valoriser les coproduits, notamment le CO2, notamment la matière organique, et essayer de minimiser la consommation énergétique. Et donc, dans la production, vous allez voir qu'il faut certains paramètres tels que la température, etc., qui doivent être contrôlés. Eh bien, leur système électrique, la production électrique vient de sources renouvelables uniquement. Donc, ils essayent quand même, malgré cette production hors sol, d'être dans cet aspect de durabilité. Alors, une partie des déchets organiques est recyclée au moyen de l'ombriculture. L'autre partie est transformée en compost et une autre en biogaz. Et ça, c'est par une entreprise privée. La distribution de tous ces produits se fait par des transports peu énergivores, notamment en vélo. Et donc, on est vraiment avec un site de production qui... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est une production qui s'insère dans un bâti de logements sociaux. Et une partie de la production est vendue à des tarifs préférentiels à ce public-là. Donc, ça veut dire que la firme, la caverne qui s'est implantée dans son business model, elle a tenu compte de son environnement. C'est très important. Catherine nous disait qu'on fait du cas par cas et il faut faire du cas par cas quand on développe cette technique, quand on développe son business model. Et ici, ils en sont rendus compte puisqu'il y a un tarif préférentiel à la vente pour les habitants de ces tours sociales, mais forcément aussi des tarifs plus élevés pour une production qui est destinée notamment à des restaurants. Et donc, il y a des activités annexes qui sont mises en avant, des visites, des ateliers pédagogiques. Et donc, il y a des espaces aussi dédiés qui sont occupés par d'autres startups. Et donc, on est vraiment dans un environnement aussi multifonctionnel. Ça fait partie souvent des professionnels en agriculture urbaine. Et donc ici, ce qui était vraiment très, très important, c'est de tenir compte de la température, avoir des températures différenciées par rapport aux champignons, par rapport aux chicons, par rapport aux micro-pousses. L'humidité aussi est différenciée, donc ce sont des compartiments différents
la luminosité aussi et les nutriments aussi. On va le voir cas par cas. Je voulais vous donner cet exemple parce qu'il réunit les trois grandes cultures indoor, champignons, chicons et micropousses. Donc, vous avez bien conscience maintenant qu'on est dans l'indoor avec le sous-sol. On est aussi avec les fermes indoor, ça peut recouvrir cet aspect. En général, nous, scientifiques, quand on parle de indoor, c'est qu'il n'y a pas de lumière naturelle. Parfois, on parlera d'indoor pour les serres. Je suis moins chaud pour cette définition-là, parce que là, évidemment, en serre, on a une lumière naturelle, même si les conditions, par contre, sont contrôlées. Et c'est peut-être ça aussi qui est le point commun entre du container ou du sous-sol ou une ferme indoor fermée, c'est qu'avec une serre, c'est qu'on peut vraiment contrôler les paramètres environnementaux, la température, l'humidité relative. Donc, on peut être très précis par rapport à ça. Alors, donc cultiver, donc dans quel type de structure? Je vous ai dit dans les caves, dans les conteneurs et dans les parkings souterrains désaffectés. Alors, les conteneurs, au niveau business model, c'est très difficile de trouver un business model qui cultive uniquement une production comestible qui soit pérenne et qui soit réellement rentable. Il y a le projet Agricool, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, c'est un projet de conteneurs pour la production de fraises. La fraise est quand même un produit à haute valeur ajoutée par rapport à, je ne sais pas, une céréale ou une pomme de terre, par exemple. Mais malgré cela, je pense qu'il est très difficile de trouver une réelle rentabilité. Un conteneur, c'est jamais que quelques mètres carrés, peut-être si on étage quelques dizaines de mètres carrés, mais ce n'est pas des milliers de mètres carrés, donc c'est difficile. Je vous donne un autre exemple qui est la Pavbox. Donc, c'est un système qu'on a développé au sein du laboratoire ici, du Centre de recherche en agriculture urbaine. C'est essentiellement un système de démonstration. C'est un système qui peut être intéressant pour les communautés urbaines, mais au niveau rentabilité, sûrement pas pour un professionnel. Et puis, vous avez des parkings souterrains désaffectés ou des grandes caves désaffectées, comme on va le voir pour Bruxelles. Donc, quelque part ici, quand on a des caves ou des parkings souterrains désaffectés, ben, l'intérêt, c'est de valoriser des lieux à faible valeur ajoutée pour leur donner d'autres fonctions. Et on sait que des parkings, il risque d'y en avoir quand on est vers un changement de politique au niveau de la mobilité. Et de moins en moins d'habitants sur Bruxelles possèdent une voiture. Il y a quand même une tendance à la diminution. Donc, il y a peut-être des espaces qui vont être récupérés. Et ça peut être intéressant. Donc, je vous ai dit que je ne préfère pas inclure les cultures sous serre en culture indoor. Et donc, elles seront traitées au webino numéro 3. Alors, je vous ai déjà évoqué les chicons, je vous ai déjà évoqué les micropousses et les champignons. Il y a un quatrième produit possible en indoor, ce sont les insectes. Parce que les insectes réclament, enfin, certains insectes réclament une lumière faible pour se développer et on peut produire, vous allez le voir, quand même pas mal de quantités. Si j'en viens aux champignons et aux chicons, je vous présente ici maintenant deux exemples bruxellois. Il y a les champignons qui s'appellent, enfin, l'entreprise qui s'appelle Permafungi, l'entreprise qui s'appelle Champignons de Bruxelles, on va les voir un petit peu plus en détail, et un autre projet similaire qui est Monsieur Fungi et Madame Mitloff. Donc, vous voyez qu'en général, on essaye de combiner plusieurs cultures dans un même lieu de production. Alors, si on s'intéresse à Permafungi, eux, leur production, c'est essentiellement de la pleurote. La pleurote est destinée pour des marchés locaux, pour des restaurants, mais aussi ils produisent des kits
J'ai vu que pour la fête des frères, par exemple, ils faisaient la publicité sur leur page Facebook d'offrir un kit de production de pleurotes. Voilà, donc c'est quelque chose d'intéressant aussi pour sensibiliser le grand public. Leur activité a démarré en 2013, pardon. Donc ça fait quand même 8 ans qu'ils sont dans le circuit. Et puis depuis 2018, ils ont investi des caves sur Saint-Gilles et ils arrivent sur 1000 mètres carrés à produire 1 tonne de pleurotes par mois. Ils produisent aussi des chicons. Et alors, dès le départ, quand ils ont commencé leur activité, ils ont voulu être dans une économie circulaire. Donc, ils recyclent le marc de café et on les a aidés à trouver le bon protocole, la bonne recette, si vous voulez, le bon équilibre entre l'ajout de marc de café et le substrat habituel que l'on met en place pour les champignons. Et ça, ils ont un partenariat avec Exki, et puis ils ont un autre partenariat actuellement qu'ils ont développé. Et donc, ça leur permet vraiment de recycler pas mal de marc de café. Deuxième exemple, les champignons de Bruxelles. C'est une entreprise qui a démarré, elle, en 2014, avec des shiitake. Alors, vous voyez ici qu'entre pleurote et shiitake, c'est chaque fois des champignons un peu spéciaux. Et derrière, ce sont des champignons qui ont une valeur ajoutée beaucoup plus importante. Et petit à petit, donc ils ont commencé en 2014, petit à petit, ils se sont développés pour arriver à 800 mètres carrés, et puis ils sont passés dans une phase beaucoup plus importante, et ils ont maintenant 6 tonnes de production par mois sur une surface totale de 3000 mètres carrés. Alors, ils sont aussi dans cet esprit d'économie circulaire, puisque eux, ils recyclent les drèches de bière. Ce sont les déchets d'orge quand on fermente, qu'ils recyclent comme substrat pour, pour la production des shiitake. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ces producteurs de champignons redonnent en plus ce substrat, une fois qu'il a été utilisé, ça peut servir d'amendement pour les jardins. Donc, on a vraiment une économie vraiment circulaire, essayer de chaque fois de faire un déchet une matière première pour un usage autre. Autre exemple, qui est un exemple connexe, je vais dire, à champignons de Bruxelles, c'est Eclos. Donc, Eclos, c'est Quentin Declercq qui a développé les micro-végétaux ou les micro-pousses. Il faut savoir que ces micro-végétaux, micro-pousses, ce sont des plantules qui sont au stade 4 feuilles, 8 feuilles, donc ça reste très très petit. On les cultive pendant de 1 à 3 semaines et elles sont vendues telles quelles. Ce sont en général, on l'utilise très peu en tant que particulier. C'est souvent les restaurants qui ajoutent pour décorer l'assiette ou pour donner des goûts particuliers. Il faut savoir que ces micro-végétaux sont vraiment des concentrés énormes en vitamines, par exemple. Et donc, Eclos a rejoint les caves de champignons de Bruxelles et en 2018, ils ont fusionné. Et donc, il y a une seule entreprise. Ils occupent les mêmes 3000 mètres carrés dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec 2 marques, la marque Champignons de Bruxelles et la marque Eclos. Et Eclos, par mois, arrive à cultiver 8000 raviers de micro-pousses. Alors, il y a des projets similaires sur Bruxelles, Urban Harvest, Urbelive. Ce sont des producteurs aussi de micro-végétaux. Et puis, un dernier exemple sur Bruxelles, c'est Little Foot. Little Foot qui a produit pendant plusieurs années des grillons. Et donc,
ils sont quand même arrivés à un niveau de production assez important par mois. On est aussi en termes de tonnes par mois sur un petit espace. Et vous voyez qu'on peut dégager jusqu'à 4 ETP, sur ce petit, donc l'équivalent temps plein sur ce petit espace. En regardant la commercialisation, les points de vente étaient essentiellement sur Bruxelles, mais ils ne se sont pas privés d'étendre leurs points de vente dans toute la Belgique. Et il y a une centaine de points de vente. Donc, dans ce cas-ci, le marché de l'insecte est encore peu développé. La production est telle qu'ils doivent aussi, en termes géographiques, un peu s'étendre pour pouvoir écouler leur production. Alors, passons après ces exemples aux aspects techniques et aux points d'attention pour résoudre ces aspects techniques. La première chose, c'est vraiment s'assurer que le lieu soit accessible pour les échanges avec l'extérieur. Donc, il faut acheminer la matière première, il faut acheminer le matériel, il faut sortir la marchandise et les productions une fois qu'elles sont terminées. Il y a le passage des travailleurs, il y a l'accessibilité aux visiteurs. Et donc, c'est vraiment un aspect extrêmement important. Et quand, comme on est souvent dans, comment dire, la réaffectation d'anciens locaux, au départ, ce n'est pas toujours prévu. Et donc, quand on va visiter des anciennes constructions, des anciennes bâtisses, il faut vraiment avoir ce point-là en tête pour pouvoir bien analyser le site et de se dire, est-ce qu'on a une accessibilité suffisante ou est-ce qu'il faut prévoir des travaux de rénovation plus ou moins importants pour avoir cet accueil et cette accessibilité. Je dis ça parce que aussi, on parle vous voyez qu'on parle en termes de tonnes par mois. Donc, ça veut dire que ça peut être une mobilité douce qui va acheminer tout, mais c'est aussi des matières premières qui doivent venir, et ça, c'est pas, en général, les fournisseurs, ce n'est pas en vélo. Donc, il faut prévoir une route carrossable. Ce n'est pas les petits graviers qui vont permettre d'accueillir une camionnette pour l'acheminement des matières premières et parfois pour la sortie des marchandises. Donc, c'est important. Quand on est, comment dire, avec une activité en cave, en général, on a une portance suffisante. Donc, pas besoin trop de se soucier de cela. Par contre, on peut avoir de l'indoor dans des étages intermédiaires. Hein, je vous ai parlé des fermes verticales. Les fermes verticales indoor, très clairement, il y a des étages. Et dans ce cadre-là, il va vraiment falloir faire attention à la portance. Et l'idée, c'est de se référer aux données que je vous communiquerai la fois suivante pour la production en toiture. Si vous ne participez pas à la fois suivante, très clairement, on vous mettra à disposition ces données. Je pense que c'est important de les avoir en tête. Combien pèse 1 mètre cube de terre, de l'eau, etc. Et donc, vous aurez un peu plus d'idées par rapport à la portance. Ensuite, c'est le besoin en espace ou en surface. Et très clairement, ça va conditionner le caractère professionnel du projet. Si vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit, par rapport au conteneur, un conteneur, c'est entre 6 à 12 mètres de long sur 2,5 mètres de large. Donc, on est à 18 mètres minimum, on est peut-être à 36 mètres, ou enfin, même un peu moins, mais donc on n'est jamais plus qu'à 30 mètres carrés, c'est très très petit. Donc, on est avec des conteneurs difficilement dans la production de comestibles, si on est professionnel en tout cas, on est difficilement dans la production pour une rentabilité, sauf si on trouve des plantes avec une très haute valeur ajoutée, des plantes qui produisent des molécules pour le secteur médical ou autre, mais dans ce cas-là, on s'éloigne évidemment de cet aspect
résilience alimentaire, autosuffisance alimentaire. Donc, si on revient à l'aspect vraiment aliment en tant que tel, eh bien, il faut des espaces suffisants. Et donc, Permafungi, comme vous l'avez vu, c'est 1000 mètres carrés pour 10 tonnes de pleurote et 7,5 tonnes de chicon. Donc, pour être viable, évidemment aussi, votre surface minimum, elle ne doit pas uniquement tenir compte de la surface de production, mais elle doit aussi tenir compte si vous avez des besoins de transformation, d'un local pour la transformation de vos produits, pour le stockage de votre production, et enfin, et ça on l'oublie souvent, et donc le business model doit être réfléchi dès le départ. Si vous organisez des visites, si vous faites des formations, il faut prévoir une circulation des visiteurs, il faut prévoir de l'espace pour faire un atelier de formation. Donc, tout ça doit être prévu dans ce besoin en surface. Par contre, pour les projets non professionnels, très clairement, des espaces très réduits sont suffisants. Un petit kit de champignons, c'est 30 cm, 20 cm de diamètre sur quelques centimètres de hauteur. Donc, on est là dans des choses beaucoup plus raisonnables. Le but n'est pas de gagner sa vie, mais de produire un petit peu pour soi-même. Un autre point d'attention auquel il faut veiller, c'est on essaye de fonctionner en cycle fermé, quand on est en indoor, quand on est en cave, quand on est en conteneur, quand on est dans les parkings. Et donc, on va essayer d'utiliser des sources d'énergie durables pour alimenter les sources d'électricité. C'est un peu ce que fait la caverne sur Paris. Donc, c'est par exemple mettre en place des sources d'énergie alternatives, c'est récupérer les chaleurs perdues des bâtiments pour alimenter les élevages d'insectes. Ça peut être les chaudières qui dégagent de la chaleur, les frigos, les groupes qui génèrent de la calorie négative, mais ils dégagent de la chaleur, on peut aussi récupérer ça. Ça peut aussi mettre en place des boucles vertueuses entre les systèmes de production où, par exemple, les champignons génèrent pas mal de CO2. Eux, ce n'est pas vraiment des plantes. Et par contre, on pourrait très bien récupérer ce CO2 et l'amener vers les chicons à côté qui, eux, ont besoin de CO2 pour grandir. Donc, tout ça, c'est intéressant. Autre point d'attention, c'est veiller au respect des paramètres physiques environnementaux pour chaque type de culture ou d'élevage. Donc, à chaque fois, lorsque vous envisagez de mettre en place une culture, il y a 4 grands paramètres qui sont importants, non, même 5. Donc, il y a l'eau, il y a l'humidité relative et l'aération, donc l'oxygène. Donc, c'est par rapport à l'air en tant que tel. Puis, il y a les besoins en température et les besoins en lumière. Et très clairement, comme on est en système fermé, vous devez mettre en place un système de régulation de votre environnement. Comme on est en milieu fermé, il faut aussi ne pas oublier d'avoir un système de ventilation, d'aération, mettre en place un régulateur de température et d'humidité relative, et aussi d'avoir des pièces hermétiques lorsque vous avez différentes activités. Même si vous n'avez que du champignon à produire, si vous produisez 2 ou 3 types de champignons, mais chacun de ces champignons ont des exigences en température, en humidité différentes, parfois même aussi, et c'est le cas pour un même champignon, une même espèce, eh bien, en fonction de son stade de développement, il faudra des températures différentes. Donc, il faut différents compartiments dans vos caves, dans vos parkings, dans vos conteneurs. Alors, si on voit la spécificité système par système, pour les élevages d'insectes et les exemples de grillons, par exemple, les besoins vont être différents d'une espèce à l'autre. Il va vous falloir un local clos, et ça, c'est très, très important. Et Littlefoot était à un moment donné installé à village partenaire dans les caves,
et on voyait de temps en temps un ou l'autre insecte grillon qui pouvait s'échapper, mais bon, c'était rare évidemment, mais ils ont mis en place vraiment tout le système pour avoir un local clos. À l'intérieur de ces locaux, il faut mettre en place des vivariums, c'est une chambre d'élevage, des chambres de ponte, avec des abris, et ça c'est typique pour les grillons, ce sont des boîtes à œufs en dessous desquelles la femelle va venir pondre les œufs. Ils ont besoin d'un certain niveau de chaleur, donc on ajoute des ampoules chauffantes. Il faut aussi subvenir à leurs besoins d'alimentation. Donc vous voyez un petit peu le type d'alimentation, flocons d'avoine, germes de blé, morceaux de fruits. Ici sur Jean-Loup par exemple, on travaille sur le développement de la mouche soldat. Et donc c'est surtout la larve qui est intéressante pour produire de la protéine pour remplacer la protéine animale. Et dans ce cadre-là, ils sont beaucoup moins exigeants en termes d'alimentation. On peut leur donner des déchets un peu comme les poules, je dirais. Et donc, voilà, d'un insecte à l'autre, le niveau d'exigence peut différer. Et évidemment, il faut l'appareillage de contrôle, thermomètre, hygromètre, etc. Hygromètre, c'est pour l'unité relative. Alors, si on se concentre surtout toujours sur le cas particulier du grillon, il faut maintenir l'élevage autour de 30 degrés, privilégier la récupération de chaleur résiduelle des bâtiments pour maintenir cet élevage à 30 degrés. Les grillons, leur humidité relative est à 30 à 40%, ce qui n'est pas toujours évidemment le cas d'une cave. On a souvent des caves un peu humides, donc il faut mettre en place un système de ventilation, d'aération, un déshumidificateur aussi, ça peut être assez facile à mettre en place. Et puis au niveau lumière, eh bien, ça dépend des insectes. Les photopériodes, c'est-à-dire le nombre d'heures d'éclairage par rapport à le nombre d'heures de nuit, c'est 12 à 14 heures d'éclairage. Ça veut dire donc 8 à 12 heures de nuit. Donc ça, c'est les niveaux d'exigence pour le grillon. Et comme je vous le disais, vous passez à un autre insecte, ce sera un autre niveau d'exigence. Unité relative, pour vous donner une idée, nous, êtres humains, on se situe de façon avec un certain bien-être quand on est à 60 ou 70%. Donc 30 ou 40%, c'est un environnement un peu sec pour nous. Alors, si on passe à la production de champignons, les étapes de production, il faut créer le substrat. On va essayer, comme je vous disais, de réutiliser le marc de café ou la trèche de bière, résidu de bière. On fait un ensachage de tout le substrat. On vient l'inoculer. Il y a une incubation à un certain niveau de température, un peu comme si vous observez la nature. En été, on a le champignon qui se développe dans le sol, tout un tas de ramifications, c'est ce qu'on appelle le mycélium. Et puis à l'automne, on a les fructifications, c'est ce qu'on mange. Ce sont, en termes scientifiques, c'est ce qu'on appelle les carpophores. Et en fait, ces champignons, ils ont besoin de températures plus basses. Donc, vous aurez une chambre pour l'incubation et le développement du mycélium dans le substrat, avec température élevée, puis on change de chambre vers une température plus faible qui va aider à ce que les champignons sortent. Donc, à nouveau, il faut des locaux clos. Alors, l'hermétisme est moins important pour le grillon. Le champignon ne doit pas s'encourir. Mais c'est quand même un environnement contrôlé, donc il faut quand même qu'il soit assez clos pour préserver, ne pas gaspiller l'énergie. Les substrats, on l'a vu, puis il faut mettre en place des étagères de culture, on va mettre ces grands sacs, donc ces substrats en sachet sur les étagères, régulateur de température, d'humidité relative, un système d'aération et des lamplettes. Il faut une faible luminosité pour les champignons. Voilà un exemple plus particulier pour les pleurotes. 15 à 20 degrés en fonction des variétés et du stade de développement, comme je vous le disais. 20 degrés pendant l'incubation, l'inoculation, incubation, plutôt 15 degrés comme en automne pour la fructification. Les besoins en humidité relative aussi changent. Il faut quand même là un niveau d'hygrométrie plus important. On est à 90-95% pendant l'incubation et 85% pendant la fructification.
Les besoins en eau, c'est environ 10 litres par kilo de produit. Donc, vous faites le calcul, quand on a 1 à 3 tonnes par mois qui sortent, c'est quand même fois 10 litres fois 1000 fois 3000. Donc, il faut prévoir une arrivée d'eau suffisante pour ces besoins en eau. Les autres besoins, c'est l'aération, comme je vous le disais, parfois un déshumidificateur, non, pas ici, pas de déshumidificateur, c'était pour les insectes, sorry. Et puis un taux de CO2, il faut regarder évidemment que le taux de CO2 ne soit pas trop élevé puisque les champignons en produisent pas mal. Le dimensionnement, toujours en fonction de la finalité, hein, pro, non pro, et je vous ai déjà donné les ratios et des idées d'ordre de grandeur, nombre de tonnes par unité de surface. Troisième culture, troisième avant-dernière culture, ce sont les chicons. Donc, il faut des racines de chicons. Je ne sais pas si vous connaissez les racines. Si vous connaissez les racines de chicons, mais c'est quelque chose. Ce sont un filament que l'on va enterrer et puis on les met dans les bacs de culture. Il y a des étagères de culture, régulateurs de température unité relative, des systèmes de ventilation interne et aussi un système d'irrigation. Donc, pour le chicon, on a besoin d'une température plus basse, 10 à 12 degrés au départ, et puis lors ça c'est par la suite, mais lors du forçage des racines, donc en début de culture, on est à 25 degrés. Les besoins d'humidité relative sont assez élevés, 70 à 85%. Les besoins en eau, je vous ai retrouvé des valeurs à l'hectare, donc c'est pour 10 000 m², on a besoin de 40 m3 d'eau. Donc vous faites une règle de 3 par rapport à votre surface si besoin. Alors il n'y a pas besoin de lumière ici, on est vraiment à l'obscurité. Et le dimensionnement, à nouveau, il dépend un peu de la finalité pro, non pro. Voilà, on va terminer l'aspect culture indoor par les aspects réglementaires qui seront assez courts. Donc, quelque part, il faut bien respecter les normes incendie telles qu'elles sont prescrites pour les bâtiments. Évidemment, veiller à la mise en conformité du système électrique, bien veiller à cela, surtout si vous adjoignez des techniques de production électrique, de production énergétique alternatives. Et important aussi, si vous vous insérez dans un bâtiment existant avec un mode de fonctionnement existant, il faut bien aussi respecter le règlement d'ordre intérieur, sécurité, propreté, tranquillité, d'où l'idée parfois d'avoir, même pour des caves ou même pour des parkings, d'avoir un accès parfois indépendant par rapport à l'autre vie et les autres fonctions du bâtiment. C'est moins nécessaire que pour une toiture, mais ça peut être intéressant. Et donc, très clairement, il faudra respecter le règlement d'ordre intérieur du bâtiment. Si vous voulez en connaître un peu plus, je vous donne 2 références sur les insectes comestibles. Ce sont des sites qui vous donnent aussi un peu plus d'idées sur d'autres insectes que le grillon que je vous ai présenté, d'autres conditions que les pleurotes. Donc, vous verrez un petit peu plus comment fonctionnent les cultures des champignons ou l'élevage d'insectes comestibles. Vous avez aussi ici des références intéressantes pour notamment le guide du bâtiment durable pour lequel le FAU a travaillé. On a produit un dossier comment intégrer l'agriculture urbaine à des bâtiments, avec aussi d'autres dispositifs. Hein, mais ici, je pense que c'est celui-ci qui est intéressant en cadre d'aujourd'hui, de la formation d'aujourd'hui. Vous avez aussi intégré certaines questions par rapport à de l'indoor dans le facilitateur d'agriculture urbaine et les questions qui sont fréquemment posées. Et puis aussi par rapport au permis d'urbanisme,
environnement Bruxelles. Voilà. Donc, ces outils-là, ils seront aussi représentés la fois prochaine pour les techniques en toiture et en sol. Voilà, donc si vous avez des questions dans le cadre du facilitateur, évidemment, et on l'avait déjà dit, je suppose que Caroline va en reparler maintenant, on fait des guidances. Et puis si à un moment donné on sort des guidances, on existe aussi en tant que centre de recherche en agriculture urbaine et puis Green Surf, hein, qui est le partenaire du facilitateur ici, qui accompagne aussi les projets en agriculture urbaine. Ok, ben merci beaucoup Essam. Avec plaisir.